Rebonjour à tous, merci de nous rejoindre dans l'amphithéâtre Foch, c'est un plaisir de vous voir. Je voudrais juste faire une annonce en anglais pour ceux qui ne parleraient pas français. The next intervention by our Minister of Higher Education will be in French, so if you need direct translation, please do make way to the entrance of the venue. There are headsets waiting for you. Je vous le disais tout à l'heure, pour mieux comprendre le monde qui change, mieux appréhender les enjeux régionaux et politiques, mais aussi pour s'adapter aux défis environnementaux, on l'a vu ce matin, climatiques, technologiques, l'enseignement reste clé. Il n'aura jamais été aussi crucial de chercher, de comparer, de croiser les disciplines et les expertises, de s'interroger, de se questionner. Comment le monde de la recherche contribue-t-il à renforcer la culture de la défense et de la stratégie ? Pour en parler, je vous demande d'accueillir chaleureusement M. Philippe Baptiste, ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs les officiers supérieurs, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, je ne reviendrai pas sur les menaces du moment, vous les connaissez bien, menaces évidemment dans le champ militaire, menaces technologiques, menaces climatiques, énergétiques, démocratiques, spatiales. Dans tous ces domaines, nous devons affirmer notre capacité à faire face au vent mauvais du monde devant nous. Nous n'avons plus la possibilité de nous reposer sur des alliances qui nous paraissaient, il y a encore peu de temps, intangibles. Nous n'avons plus non plus le confort de croire que la guerre est derrière nous. Nous devons affirmer collectivement la maîtrise de notre destin, non seulement l'affirmer, mais nous donner les moyens concrets de cette maîtrise. En 1944, le général de Gaulle confiait au Shah d'Iran une méditation que je vais vous citer. « La souveraineté peut n'être qu'une flamme sous le boisseau. Pour peu qu'elle brûle, elle sera tôt ou tard ranimée. » Pour la France, pour l'Europe, le temps est venu de faire revivre cette flamme. Cela ne sera pas possible, j'en suis profondément convaincu, sans un effort collectif en faveur de la recherche. La maîtrise des technologies a toujours été une condition essentielle de la puissance. Aujourd'hui, cela est peut-être plus vrai encore. Nous voyons à chaque cycle électoral combien nous devons être attentifs à la déstabilisation numérique de notre espace démocratique. Nous sentons à chaque pic pétrolier, et récemment avec l'agression russe contre l'Ukraine, à quel point nous sommes dépendants en ce qui concerne l'énergie. Nous constatons que l'espace, après avoir été une nouvelle frontière, devient un Far West où malheureusement les desperados ne manquent pas. Aujourd'hui, les rapports de force hérités du passé évoluent à une vitesse spectaculaire. Et pour paraphraser Sun Tzu, dans la guerre, le nombre seul ne procure aucun avantage. Dans le numérique, nous avons parfois cru que le nombre de milliards suffisait à fabriquer de la puissance de calcul et puissance politique. Nous avons constaté à de nombreuses reprises que l'inventivité, que la légèreté sont parfois plus efficaces ou très complémentaires avec les grosses puissances de calcul. Ce sont donc aussi des opportunités à saisir au milieu de menaces. Ces opportunités supposent, pour être saisies, d'assumer des choix forts en termes de recherche. Elles supposent aussi de renforcer en permanence le continuum de l'innovation depuis les laboratoires jusqu'à l'industrie. Et nous devons structurer un écosystème qui soit fort et pensé dans les technologies de rupture. Nous devons aussi mobiliser les chercheurs pour notre souveraineté. Discours qui, je me permets de le mentionner ici, il y a quelques années aurait probablement posé quelques difficultés au sein du monde académique et qui, je crois, aujourd'hui, mobilise effectivement le monde académique. Je suis très engagé sur ce sujet sur lequel j'aurai l'occasion de m'exprimer prochainement. La France a fait le choix de la souveraineté par le passé de manière répétée. C'est vrai dans le domaine du nucléaire, militaire puis civil. C'est vrai pour le spatial, monde que je connais bien. C'est vrai pour le spatial où la France a joué un rôle moteur absolument central, indispensable pour construire une capacité spatiale européenne
capable de prendre sa place à la table mondiale. Dans ces domaines, la France a assumé la dimension fondamentalement duale des technologies souveraines. Hier, le militaire irriguait le civil. On ne compte plus les innovations venues de la recherche balistique, chimique ou de la recherche en termes de matériaux qui sont passées du secret de l'industrie de l'armement à aux technologies civiles, voire à la consommation du grand public. Si je reprends l'exemple des missiles balistiques pour la filière où tout le monde sait que, évidemment, tous les travaux qui ont été faits sur les missiles balistiques ont nourri la filière Ariane et que les connaissances acquises dans le nucléaire militaire ont structuré aussi notre filière civile. Mais aujourd'hui, la donne change. L'innovation, on le constate, dans le domaine civil, vient de plus en plus souvent nourrir aussi la pratique et les technologies de la défense. C'est ce qui a eu lieu avec Starlink ou OneWeb, pensées d'abord comme des constellations civiles, avant de jouer un rôle si important, et hélas pour le moment interrompu, jusqu'à peu, sur le champ de bataille ukrainien. C'est vrai également dans le domaine de la robotique, de l'intelligence artificielle, de la simulation numérique. Regardons les choses en face, les technologies développées aujourd'hui sont toutes fondamentalement duales. Elles peuvent toutes avoir des conséquences sur notre indépendance, dans le champ économique, évidemment, bien sûr, mais aussi dans le champ militaire. C'est pourquoi nous devons anticiper les évolutions en cours, celles qui viendront ensuite, et ne plus subir de dépendance technologique aux conséquences multiples. Pour cela, la France ne peut pas être seule, du moins pas partout et pas tout le temps. Nous ne pouvons seuls faire face aux États-Unis ou à la Chine en matière d'investissement. Nous n'avons pas les moyens d'agir seuls, au risque d'un saupoudrage d'investissement et d'énergie inefficace et pour tout dire démoralisant sur tous les sujets. Mais l'Europe a tout pour relever ce défi. Elle a les ressources intellectuelles, les infrastructures, désormais aussi les ressources financières pour avancer. Elle a aussi un horizon plus clair qu'auparavant avec le rapport Draghi et la boussole de compétitivité qui ont mis la recherche et l'innovation au cœur de leur ambition. Nous devons désormais assumer pleinement et clairement une préférence européenne dans les choix technologiques et industriels. Le choix d'avoir recours à de la technologie prête à l'emploi permet de combler un besoin ponctuel, mais crée des dépendances structurelles et conforte nos retards technologiques. Ça ne peut pas être la solution. Nous devons au contraire regarder le long terme et investir demain, y compris en prenant le risque d'un coût plus élevé, pour ne pas subir de nouvelles dépendances. C'est le cas dans le spatial, encore une fois. Nous avons assisté la semaine dernière à la mise en orbite du satellite d'observation CSO-3 lors du deuxième vol d'Ariane 6. Et la tentation est parfois forte de préférer d'autres lanceurs plus à la mode, apparemment moins chers, qui ont volé plus fréquemment et donc qui sont plus fiables. Mais voulons-nous dépendre demain d'Elon Musk pour notre succès, mais surtout pour notre accès à l'espace? Si nous renonçons aujourd'hui, nous, Européens, à un accès autonome, il n'y aura pas de chemin de retour. Nous aurons fermé cette porte pour de bon. Ce qui est vrai dans l'espace est vrai pour tous les domaines stratégiques. Certes, nous ne pouvons pas investir tous azimuts, même au niveau européen, mais nous devons structurer les capacités et notre réflexion, et nous devons structurer les capacités prospectives à l'échelle de l'Union en nous appuyant en particulier sur nos organismes de recherche. En France, c'est ce que j'ai demandé aux agences de programme qui devront de plus en plus jouer le rôle de vigie pour nous dire dans quel domaine de la recherche investir pour ne pas sacrifier notre avenir aux illusions du présent ou du futur proche. Investir dans la recherche, c'est bien sûr y mettre des moyens financiers conséquents, mais c'est aussi préserver les conditions de la connaissance. C'est aussi garantir la libre circulation des idées. La recherche s'est construite et la recherche n'est féconde que dans ce frottement des intelligences. Et vous ne m'entendrez malheureusement pas dire que ce qui a lieu aujourd'hui aux États-Unis dans le domaine de la science n'est pas préoccupant. Je crois au contraire que c'est extrêmement préoccupant, que c'est grave et dans certains cas véritablement dramatique. La mise en péril de champs entiers de la recherche, l'interruption de financements brutaux,
la destruction de bases de données partagées au niveau international. Tout cela a déjà des conséquences pour les chercheurs, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe et dans le monde entier. On ne règle pas les problèmes de la recherche à coups de tronçonneuses budgétaires ou idéologiques. Face à cela, la France et l'Europe ont un rôle à jouer. Nous devons accueillir les chercheurs dont les travaux sont empêchés. Nous le devons à la fois, peut-être par passion de la recherche, et plus égoïstement aussi, car un certain nombre de ces chercheurs sont aussi d'excellents chercheurs et seront des ferments pour nos réussites de demain. Je voudrais rappeler 2 exemples. Le programme balistique nucléaire chinois a été créé par un chercheur chassé durant la période macartiste. Et pour reprendre un exemple un peu plus lointain encore, vous n'ignorez pas le rôle, et pardon de reprendre un exemple spatial une fois de plus, le rôle que jouèrent pour la science américaine les chercheurs chassés par les régimes autoritaires européens dans l'entre-deux-guerres, à commencer évidemment par Hermann von Braun pour la création du programme spatial américain. Pour la science et pour notre souveraineté, nous devons être au rendez-vous. J'étais hier à Varsovie avec les autres ministres de la recherche européens pour porter ce message au nom de la France et pour toute l'Europe. De manière plus générale, la situation actuelle nous oblige à repenser l'architecture de nos coopérations, y compris de nos coopérations scientifiques. La coopération, elle est au cœur de la science et de la recherche, je l'ai dit, je le pense profondément, et une recherche souveraine, c'est une recherche qui permet cette coopération entre égaux et qui s'en nourrit. Nous ne pouvons plus être naïfs en la matière. Aujourd'hui, la Station spatiale internationale est mise en péril de manière unilatérale par une déclaration d'Elon Musk. Des programmes spatiaux portés en commun pour l'observation de la Terre ou des océans sont menacés. Nous devons nous poser la question sans hésitation, avec qui pouvons-nous, avec qui devons-nous, avec qui voulons-nous coopérer dans le champ de la recherche. Cela est vrai aussi pour la formation. Les mouvements d'étudiants à travers le monde, qui sont souvent une source de richesse au niveau global, sont aujourd'hui profondément bousculés. Les contingents d'étudiants indiens, qui ont fait une partie de la réussite de la tech américaine, s'y rendront-ils demain? Saurons-nous les accueillir? Voulons-nous les accueillir en Europe demain dans le cas contraire? Coopérer résolument et sans naïveté, voici notre horizon et notre défi. Et je crois qu'en retour, nous pouvons et nous aurions intérêt à penser la coopération scientifique aussi comme un levier d'influence à part entière. Les échanges d'étudiants et de chercheurs permettent la diffusion des valeurs, de la vision européenne, de la vision française dans le monde. La coopération scientifique permet aussi de créer une intimité stratégique en investissant ensemble sur des programmes identifiés comme prioritaires, avec souvent des visions communes à construire à long terme. Le changement de l'état du monde auquel nous assistons nous repositionne sur la carte mondiale de la connaissance. Par le passé, la France a su jouer de ses atouts en la matière pour servir son rayonnement et son influence, et je crois qu'il ne faut pas hésiter à nous en ressaisir. En 1932, le général de Gaulle, encore lui, écrivait dans Le fil de l'épée que le vent redresse l'arbre après l'avoir penché. Nous avons parfois laissé des vents tranquilles nous abaisser. Nous devons désormais nous redresser sous le coup des vents mauvais de notre temps. Ce redressement ne viendra pas seul, il viendra avec et par un investissement résolu en faveur de la recherche au service de notre souveraineté. Je vous remercie. Monsieur le ministre, merci infiniment pour votre intervention. On va marquer une courte pause. On va revenir dans 30 minutes. Vous avez juste le temps de déambuler un petit peu dans le forum, mais n'allez pas très loin puisqu'il y a une autre séquence très attendue qui sera retransmise d'ailleurs dans tous les espaces du forum. Donc je dis cela aussi pour ceux qui nous regardent dans d'autres espaces de programmation. L'intervention de Joseph Nye, professeur émérite de Harvard Université. Soyez ponctuels. À tout de suite.